La densité de population de la péninsule ibérique est surprenante, surtout comparée au reste de l'Europe, où la population est généralement mieux répartie. Mais pour le Portugal et l'Espagne, ce n'est pas le cas. L'Espagne est un cas presque absurde, où la majorité du pays est vide, avec seulement quelques zones très peuplées. Au Portugal, dont les frontières continentales forment presque un rectangle parfait, la majeure partie de l'intérieur est désertique, et la plupart des habitants se sont concentrés sur la côte, à l'ouest du pays. C'est de cela que parle cette vidéo. On peut le voir très clairement ici sur cette carte de densité de population. C'est presque comme un dégradé parfait. Cela semble être une tendance des 20 dernières années. Ces deux cartes illustrent l'évolution de la population, par municipalité, entre 2000, 2011 et 2011-2020. Dans les deux cas, les municipalités de l'intérieur perdent une grande partie de leur population, toujours en rouge foncé. De plus, la concentration ne semble pas se faire sur l'ensemble de la côte. La côte sud-ouest de l'Alentejo est assez peu peuplée, tout comme la côte sud de l'Algarve. Tout le monde se trouve sur cette côte centre-ouest et nord-ouest. Au sud de cette zone dense se trouve la capitale Lisbonne, sa région métropolitaine et sa banlieue. Au nord, on trouve la deuxième plus grande ville du pays, Porto, ainsi que sa métropole et sa banlieue. Entre les deux, il y a d'autres villes de taille moyenne et des banlieues qu'à Cotentin qui continuent de croître de plus en plus, parfois jusqu'à se rejoindre, formant ainsi une sorte de mégalopole, comme on en voit dans d'autres pays, comme les États-Unis ou, plus couramment, le Japon. Pourquoi cela arrive-t-il et une nouvelle mégalopole se forme-t-elle ici? Mais d'abord, qu'est-ce qu'une mégalopole? L'origine du mot vient du grec et signifie essentiellement « grande ville ». Il est couramment utilisé pour décrire une très grande ville ou un complexe urbain fortement peuplé. Cela arrive souvent quand plusieurs villes grandissent, jusqu'à être reliées. On en trouve beaucoup dans le monde. La Chine en compte à elle seule environ 12. Dans le monde, 50 à 60 autres régions sont similaires. Ce terme est devenu populaire avec la ceinture du soleil du Japon, une région de plus de 80 millions d'habitants, reliant plus de 18 villes dans une vaste zone urbaine. C'est toujours l'une des plus grandes mégalopoles du monde. Mais il en existe d'autres tout aussi grandes, voire plus grandes, comme la Banane Bleue en Europe, 32 villes avec plus de 120 millions d'habitants à travers l'Europe centrale. Même si ces villes ne sont pas vraiment connectées, alors que celle du Japon l'est, je pense, donc à vous d'en tirer vos conclusions. Ou le Corridor du Nord-Est aux États-Unis, reliant 15 villes et plus de 50 millions de personnes mégamanies aux Philippines, avec 40 millions, ou le Delta du Nil, qui relie également plus de 50 millions de personnes. Comme je l'ai dit, ces exemples sont moins parfaits de mégalopoles, car il existe des zones non urbaines entre elles. Alors que celle du Japon est une mégapole ultra connectée. Mais si vous voulez, je peux faire une vidéo sur les différentes mégalopoles du monde. L'une de ces mégalopoles s'appelle l'Axe Atlantique. Elle couvre la région du Portugal, de Lisbonne et Setúbal au sud à Porto et Braga au nord. En plus, elle y ajoute les villes de Galice en Espagne, Vigo, Ourense, Pontevedra, Saint-Jacques-de-Compostelle et La Corogne. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur la région du Portugal, car les raisons de la concentration de la population en Galice sont légèrement différentes. La partie portugaise de la mégalopole de l'Axe Atlantique inclut Setúbal, Lisbonne, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, Aveiro, Porto, Braga et Viana do Castelo. À noter, les pôles sud et nord de cette région sont bien plus denses et peuplés que l'espace entre eux. Cette carte en relief exagéré montre d'énormes pics près de Lisbonne, quelques grands près de Porto, et de plus petits reliant les deux villes. L'écart entre Porto et la Galice justifie, selon moi, leur séparation. À travers le pays, la densité de population est bien plus faible, à l'exception de quelques petites villes moyennes, comme Guarda, Castelbranco ou Bragança, peut-être Faruto, qui ont jusqu'à présent survécu à l'exode massif, qui a eu lieu de l'intérieur du Portugal vers la côte. Revenons à la vidéo. Il y a quelques années, l'ancien Premier ministre portugais, António Costa, a rencontré son homologue espagnol Pedro Sánchez dans des villes frontalières des deux pays pour promouvoir la coopération transfrontalière et le développement régional, déplorant que la frontière ibérique reste l'une des moins peuplées et développées d'Europe. Mais le problème du Portugal avec son intérieur persiste depuis longtemps,
en raison d'une population et d'une densité bien moindres. En fait, certaines estimations indiquent que près de 70% du pays est totalement inhabité, et que le peu de personnes qui y vivent sont concentrées dans quelques villes de petite à moyenne taille. Le district de Lisbonne compte environ un cinquième de la population nationale. 17% vivent en plus à Porto, et les 5 plus grands districts, qui incluent également Setúbal, Braga et Aveiro, regroupent presque 50% des 10 millions d'habitants du pays. À l'intérieur du pays, certains villages sont devenus de véritables villages fantômes où tous sont partis. Alors, pourquoi ? Une partie importante de la réponse réside dans la topographie, qu'on peut résumer ainsi. L'intérieur est vallonné et montagneux. La côte possède des plaines. Cela facilite la construction d'infrastructures et le développement des régions côtières. Essentiellement, il est plus difficile de construire sur des montagnes, et il est plus difficile de traverser les montagnes avec des routes et des chemins de fer. Les cartes des réseaux autoroutiers et ferroviaires nous le montrent en partie. Dans les deux cas, il existe 4 ou 5 accès principaux vers l'intérieur, des lignes droites vers les villes moyennes, sans réseau couvrant tout le territoire. Bien sûr, il existe des routes locales et de petits circuits de ferroviaires, mais ils ne sont ni rapides ni fréquents, et cela freine le processus de développement. Ces régions ont aussi un climat plus difficile, avec des hivers plus froids, ce qui décourage l'installation, surtout lorsqu'une meilleure alternative est disponible. En superposant une carte du relief et de la population, on comprend certaines correspondances. Le nord-est est particulièrement peu peuplé, ce qui coïncide avec la région la plus montagneuse. Mais l'Alentejo et l'intérieur centre-sud ont aussi des plaines. Pourtant, ils restent peu peuplés, donc cela ne peut pas être la seule raison. Le problème de l'Alentejo est différent. Il n'y a pas de montagne, mais il y a une bonne quantité de forêts, de fermes maraîchères, de vergers et d'élevage de bétail, avec une grande partie des terres occupées par cela. Il n'y a pas autant de place pour que les gens puissent y vivre. De plus, avec la mécanisation, ce sont des industries qui n'ont pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et même lorsqu'elles en ont besoin, ce travail est souvent mal payé. Cela décourage l'installation, créant un cercle vicieux. Les gens partent, donc il n'y a pas d'infrastructures, comme de bonnes écoles, des hôpitaux. Et ensuite les gens ne s'y installent pas à cause de l'absence de ces infrastructures. L'Alentejo est aussi une région assez sèche par endroits. Le réchauffement climatique rend la région plus désertique, avec des températures dépassant 45 degrés lors des étés les plus chauds. Cela pousse aussi les gens à partir. La pénurie d'eau en Alentejo et en Algarve, causée par les sécheresses, décourage une population nombreuse qui refuse de gérer ces problèmes chaque année. Après avoir vu les raisons naturelles du départ de l'intérieur nord et sud, abordons maintenant les causes sociales, économiques et surtout politiques. Cela aurait débuté en partie à l'époque des découvertes européennes et des empires coloniaux. Le Portugal savait qu'il ne pouvait pas étendre son territoire intérieur davantage vers l'Espagne, car l'Espagne était toujours militairement supérieure. Ils se sont tournés vers les océans et sont partis à la découverte de ce qui était, pour les Européens, un nouveau monde. Cette économie tournée vers la mer et la création d'un vaste empire colonial et commercial portugais à l'étranger ont commencé à attirer les gens vers les régions côtières où de telles opportunités pouvaient être trouvées. Au XXe siècle, le Portugal a connu une dictature qui privilégiait les régions côtières au détriment de l'intérieur du pays. Bien qu'ils aient mis en place quelques petites politiques pour tenter de résoudre le problème, sans grand succès, cela prouve également que c'était déjà un problème existant à l'époque. En plus de leur misère économique, due à un régime corporatiste corrompu et à une obsession coûteuse pour l'excédent budgétaire. Si les habitants de Lisbonne marchaient pieds nus par pauvreté, on imagine l'état encore plus précaire des régions intérieures à l'époque. D'autres facteurs étaient liés au manque d'investissement dans l'éducation, ce qui a entraîné un taux d'analphabétisme extrêmement élevé qui a freiné le développement dans de nombreux domaines. De plus, cette catastrophe économique, associée aux pratiques dictatoriales, au manque de liberté, à la persécution et surtout à la guerre coloniale, a poussé beaucoup de gens à émigrer, ou simplement à fuir le pays, s'installant en France, en Suisse ou au Luxembourg, ce qui explique le pourcentage élevé de Portugais dans ces pays aujourd'hui, et cela a encore plus vidé les régions de l'intérieur. Pendant les périodes estivales, aujourd'hui, beaucoup de ces régions de l'intérieur voient leur population augmenter, parce que de nombreux immigrés reviennent pour leurs vacances, puis elles se vident à nouveau. L'arrivée de la démocratie et de l'intégration européenne a apporté un fort développement au Portugal, concentré surtout à Lisbonne, Porto et sur la côte. Les naissances baissent, l'âge moyen monte.
L'économie du pays s'est en partie tournée de l'agriculture vers l'industrie et surtout les services, concentrés principalement dans les grandes villes côtières. De nombreux jeunes ont quitté leur région d'origine pour s'y installer, cherchant de meilleurs emplois et une vie meilleure. Le Portugal accueille désormais de nombreuses communautés immigrées, venues surtout de son ancien empire colonial, comme le Brésil et certains pays africains. Ces immigrés restent surtout dans les grandes villes côtières. Certains gouvernements ont lancé des programmes pour encourager l'installation à l'intérieur du pays, proposant des avantages fiscaux et améliorant les infrastructures, comme la construction de routes et de voies ferrées. Mais ces efforts n'ont pas suffi à résoudre ce problème historique. Avec le développement concentré de Lisbonne et de Porto, les banlieues de ces villes ont commencé à croître de plus en plus. Avec l'augmentation du coût du logement et de la vie, les gens sont forcés de s'installer davantage dans ces banlieues et même dans les villes voisines, qui se développent à leur tour, répétant ainsi le processus au point que ces deux grandes villes sont désormais presque reliées par l'urbanisation. Ne vous y trompez pas, il n'existe pas de mégapole ininterrompue de Lisbonne à Porto, mais l'urbanisation de ce littoral est presque continue sur toute la mégalopole, sans réel changement. Donc peut-être que l'idée de la mégapole n'est pas aussi lointaine qu'on pourrait le croire. C'est pourquoi la population portugaise est si concentrée sur la côte, atteignant presque les critères d'une mégalopole, alors que l'intérieur reste largement désert. Cela tient en partie aux caractéristiques naturelles du territoire, mais comme nous l'avons vu, il y a clairement un aspect social et politique. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous d'accord avec les causes que j'ai mentionnées ici ? Pensez-vous qu'une véritable mégapole finira par être créée dans la mégalopole ? Est-ce positif ou négatif ? Que feriez-vous pour attirer plus de monde au centre du Portugal ? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour ne rien manquer, et à bientôt pour plus de culture générale.